passer à un deuxième temps d'échange à présent sur un sujet également d'actualité qui est la domiciliation. Alors je vais appeler auprès de moi Abassia Hakem, qui est vice-présidente de l'UNCAS. Bonjour madame. Asseyez-vous. Jean-Benoît Dujol, que je vois, directeur général de la cohésion sociale. Bonjour monsieur. Et Christelle Papillon-Violet, qui se trouvait ici. Cette solution efficacité territoriale de La Poste. Voilà, donc on va évoquer donc ce sujet, la consultation nationale sur la domiciliation qui a été réalisée pour l'UNCAS et qui dresse un état des lieux de la domiciliation dans le réseau des CCAS et CIAS. Alors pour commencer, on va voir les résultats de cette enquête. C'est pour ça que je donne la parole à Sabrina Bastard, qui est conseillère technique du pôle politique social en charge de la lutte contre les exclusions et la pauvreté à l'UNCAS. Sabrina. Donc, bonjour à tous. Effectivement, l'UNCAS a mené une enquête auprès de son réseau sur les pratiques en termes de domiciliation, notamment grâce au soutien de la DGCS et de la Poste. Alors c'est une enquête qui est issue à la fois d'un besoin de consolidation des chiffres au niveau national, puisque la dernière enquête de l'UNCAS date de 2015. Donc il y a eu pas mal de mouvements législatifs et réglementaires depuis. Et puis c'est surtout né de nombreux constats partagés durant les groupes de travail organisés par la DGCS auxquels l'UNCAS participe, avec les autres têtes de réseau associatives. Un petit aparté avant d'entrer dans le vif du sujet. Sur l'ensemble des questions juridiques que je reçois, la moitié concerne uniquement la domiciliation. C'est pour vous dire à quel point c'est un sujet vraiment central, à la fois dans la mise en œuvre du dispositif, mais ça révèle aussi qu'il y a quelques zones d'ombre à éclairer, mais justement, on va le voir dans quelques instants. Alors, les raisons à la non-domiciliation, c'est vraiment un grand sujet chez les CCAS. Donc on voit que néanmoins seulement 7% des CCAS ont déclaré ne pas avoir domicilié en 2022. Donc au-delà de la raison principale qui est absence de demande sur le territoire, 3,5% des CCAS ont joué la carte de l'honnêteté en disant qu'ils n'avaient pas domicilié parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires, donc financiers, humains, ce qui va souvent de pair. Et puis également un manque de connaissance du dispositif. En ce qui concerne cette fois-ci les raisons de la domiciliation, donc on voit un besoin de boîtes postales dédiées. C'est la première raison pour laquelle on sollicite un CCS. C'est un résultat assez intéressant, donc à 67%, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'évoquer un manque de connaissance des CCAS sur le dispositif de domiciliation, mais là, on voit aussi qu'il y a un travail aussi de pédagogie à faire auprès du grand public, étant donné qu'ils viennent solliciter une boîte postale qui est complètement différente d'une adresse administrative qui débloque des droits. Et puis, en ce qui concerne le règlement intérieur de la domiciliation, qui est complètement facultatif, mais néanmoins fortement recommandé par nos services. Donc, on voit à 57% les CCS qui s'en saisissent et on le voit de plus en plus avec le temps. Donc, encore une fois, un besoin criant de pouvoir encadrer ce dispositif. Bon, le CCS, on ne le présente plus, bien sûr. Donc, le CCS, c'est l'accompagnement social, c'est donc le maintien du lien social et relations humaines. Et d'autant plus que les entretiens préalables et de renouvellement à la domiciliation, c'est une véritable porte d'entrée au diagnostic des situations des personnes, étant donné que c'est dans ces moments-là qu'on va débloquer des aides et développer des actions de prévention pour éviter de tomber dans la précarité énergétique, la précarité alimentaire, notamment par les temps qui courent. Et on le voit très bien, donc cette importance du maintien social, quasiment la totalité des CCAS, donc 96% exactement, domiciliés en régie, ça veut dire qu'ils intègrent en leur sein l'ensemble du processus de domiciliation, alors qu'ils pourraient très bien, par exemple, déléguer la gestion du courrier à la Poste ou déléguer une partie de la domiciliation d'un public à un organisme agréé. Bien sûr, c'est ce qui est fait dans les faits, mais c'est pas la tendance majoritaire. Et même également, on le voit parfaitement avec les entretiens préalables et de renouvellement qui sont possiblement réalisables à distance.
distance, eh bien, les CCS, quand ils peuvent, au maximum, le font en physique pour, encore une fois, maintenir ce lien social qui fait partie finalement de la fibre l'ADN des CCAS. Alors, sur les publics qui poussent l'apport du CCS sur la domiciliation, donc on voit très clairement une dominante de domiciliation masculine, donc 49 hommes pour 26 femmes. Néanmoins, on voit que la tranche la plus représentée chez les femmes et les hommes, c'est la même, donc 36-45, suivi de la tranche 21-35 ans. Et malheureusement, je déplore, mais dans cette enquête, on ne voit pas un fait apparaître, c'est la tranche des 15-20 ans qui sollicite de plus en plus une domiciliation. C'est assez inquiétant, mais finalement assez symptomatique des transformations sociétales auxquelles on assiste avec la crise la pandémie, l'inflation des prix. Même si on sera tous d'accord pour dire que le socle de ces domiciliations reste les bénéficiaires des minima sociaux, des personnes sans emploi, donc respectivement à 75% et 57%. Par contre, quand on voit que 49%, donc près de la moitié des demandes en CCS, en termes de domiciliation, ce sont des personnes en emploi, c'est encore plus évident. Donc on voit vraiment les effets de la pandémie. C'est une des raisons aussi pour laquelle l'UNCAS a attendu 3 ans avant de mener cette enquête, parce qu'on savait pertinemment que toutes ces crises auraient une incidence sur la domiciliation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres sur la radiation, le renouvellement, ils parlent d'eux-mêmes, mais je voudrais qu'on retienne bien un chiffre, et donc vous voyez, je l'ai mis en rouge, puisque finalement la domiciliation, c'est un cycle, on rentre pour en sortir, mais on en sort parce qu'on a eu un suivi ou un accompagnement social jugé suffisamment efficace pour acquérir une certaine autonomie. Et quand on voit que 46% des CCS ont déclaré en 2022 ne pas avoir renouvelé ou avoir radié à la demande de la personne parce que la personne en question avait retrouvé ou trouvé un logement social, c'est quand même une belle réussite et une preuve que c'est un dispositif qui fonctionne. Alors, tout à l'heure, je parlais des effets de la pandémie. On le voit très clairement ici. Donc, 40% des CCS ont déclaré avoir ressenti une hausse dans les demandes de domiciliation. Et en moyenne, ces hausses, elles s'estiment à 38%, ce qui est quand même énorme, même si on reste relativement sur une stabilité de demande à 57%, avec également une part marginale de baisse qui est de 5%. Alors vous voyez 123 € le coût de la domiciliation, donc c'est peut-être pas forcément un chiffre qui va parler à tout le monde, ou peut-être pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas assez. Pour vous donner néanmoins un ordre de grandeur, dans l'enquête précédente sur la domiciliation qu'on a menée à l'UNCAS, le coût de la domiciliation est estimé à 93 €, ce qui est quand même beaucoup pour un service public, mais pas finalement sans cohérence avec le temps qui est accordé à la domiciliation, et notamment les agents qui sont impliqués sur cette mission, puisqu'on le voit, près d'un tiers de l'effectif global et spécifiquement sur cette mission. Et finalement, ça donne de très beaux résultats puisqu'on voit que sur les timings de rendu de décision, on est à 77% entre 24 heures et une semaine. On s'est également penché dans cette enquête sur les relations entre le réseau et les services déconcentrés. Donc on voit que 46% des CCS n'ont jamais eu de relation avec les DETS ou les DRETS, et que quand il y a une relation entre les deux, près de 80% des CCS sollicitent les DETS uniquement sur le rapport annuel de domiciliation qui est obligatoire. Ça montre qu'il y a un problème d'interconnaissance entre les deux mondes, si je puis dire. Et c'est assez finalement, c'est ce qui fait écho aussi aux résultats sur les schémas départementaux, comme vous le voyez, puisque les CCS déplorent de peu ou pas être sollicités, certaines fois dans la mise en œuvre des schémas départementaux. Et c'est ce qui donne qu'un tiers des CCS, donc 33% exactement, les jugent inutiles parce qu'ils, selon eux, ne représentent pas la réalité du terrain. Et enfin, on a conclu cette enquête en demandant aux CCS quels seraient leurs besoins. Donc, sans grande surprise, bien sûr, un besoin de financement à 37%. Alors, quand on a dit tout ce qu'on a dit précédemment, 37%, c'est pas assez. Il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, étant donné que dans l'échantillon, il y a
pas mal de petits CCS et des CCS qui domicilient 5-10 personnes, ce qui n'a pas grande influence sur l'activité, comme je prends l'exemple du CCS d'Angers qui domicile près de 4500 personnes, ce qui est quand même énorme. Un besoin également de financement, donc pour la partie de l'échantillon qui n'a pas été formée, la moitié souhaiterait être formée, et on retiendra bien évidemment le chiffre de 77% de CCS qui a besoin d'un éclairage sur le dispositif, notamment sur certaines notions qui seront débattues dans les échanges qui viennent dans 30 secondes, sur la définition du domicile stable et sur le lien avec la commune. Tout ça pour dire que la domiciliation, c'est une véritable pierre précieuse dans l'accompagnement, dans l'activité d'accompagnement des CCAS, on l'a vu, mais c'est néanmoins une pierre précieuse qui mériterait d'être davantage polie pour être encore plus efficace, et je pense qu'il en va de notre devoir collectif de pouvoir y contribuer. Merci. Merci beaucoup. Présentation très claire. Alors on va en parler, on va voir que c'est un service qui remporte un certain succès. On va voir aussi qu'il y a des choses à améliorer. J'ai envie de donner la première parole à Abassia Haken. Donc vous êtes maire adjointe de Nantes, vice-présidente de l'UNCAS. Qu'est-ce qu'il y a pour vous à retenir d'important de cette étude ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier et féliciter Sabrina pour la présentation effectivement très claire de cette étude. Ça nous a donné en tous les cas des vrais chiffres et des vrais éléments d'analyse de la situation. Rappelez également que à l'initiative donc de l'UNCAS, cette étude a été proposée. Je pense que c'était le bon moment pour la réaliser. D'une part, Sabrina l'a dit tout à fait justement, c'est-à-dire que rien n'avait été fait depuis 2015, mais il faut rappeler que la loi Allure de 2014 obligeait la domiciliation. Et que voilà, donc ça a obligé tous les CCS et les collectivités à pouvoir domicilier les personnes. Cette présentation de cette enquête, en tous les cas, elle a trois bénéfices. Le premier intérêt, c'est d'objectiver tous les ressentis que l'on peut avoir, nous, dans les collectivités, depuis un certain nombre de temps, et notamment depuis la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment une pression de plus en plus importante, on voyait qu'on domiciliait de plus en plus, mais il fallait effectivement l'objectiver. Le deuxième bénéfice, c'est que ça nous donne une photographie à un moment donné de la disparité territoriale aussi. C'est-à-dire que les nombres les plus importants se trouvent dans les grosses collectivités. Et donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Quand on dit que 9 CCS sur 10 domicilient, tout à fait. Il y a une différence entre les grandes agglomérations, les petites. Oui, Sabrina a cité par exemple le CCAS d'Angers. Je peux citer celui que je connais, le CCAS de Nantes. On est à plus de 9000 domiciliés, avec plus 2000 faits par une association agréée. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une pression très forte de l'augmentation de cette domiciliation. Et puis le troisième bénéfice quand même, je souhaitais le dire, c'est que c'est une porte d'accès pour faire valoir ses droits. Et ça, c'est extrêmement important puisque, encore aujourd'hui, malgré 20 ans de mise en place d'actions pour lutter contre le non-recours aux droits, on s'aperçoit encore que près de la moitié des personnes ne font pas valoir leurs droits. Donc, il faut aussi pouvoir donner des moyens d'accès. Alors, vous l'avez dit, des chiffres ont été présentés. Plus de 9 CIAS sur 10 réalisent des domiciliations. Que le volume des demandes, il varie en fonction des régions parce que ça varie en fonction de l'attractivité des territoires. Les gens viennent là où il y a possibilité de trouver du travail, possibilité de trouver des logements, etc. Et puis, on peut, quand on parle de ça, quand on parle de l'attractivité des territoires, beaucoup de gens disent c'est des appels d'air, mais en même temps, moi, je réfute ce terme-là parce que je trouve qu'il est péjoratif. Hein. Mais moi, je préfère, en tous les cas, mettre en lumière le fait que les élus considèrent que les publics les plus vulnérables doivent être pris en compte et doivent être accompagnés pour leur permettre d'accéder à leurs droits. Et puis, il convient également de noter, dans ce qui nous a été présenté, l'augmentation des sollicitations, puisque
qui ont été mentionnés par 4 CCAS sur 10, surtout suite à la crise sanitaire. C'est ce que rappelait Sabrina dans cette présentation. En forte augmentation même. En forte augmentation, puisque cette hausse, elle est révélatrice, en tous les cas, des conditions de vie de plus en plus difficiles que l'on constate aujourd'hui et d'une fragilisation qui est de plus en plus croissante. Et ça a été rappelé tout à l'heure par le président du département de Seine-Saint-Denis. La précarité, elle est en forte augmentation avec aujourd'hui toute la précarité inflationniste que l'on vit aujourd'hui. Et voilà. Et on parlera des publics qui ont changé, voilà, qui évoluent aussi. On en parlera tout à l'heure. Et puis peut-être sur ce qui est apparu également sur la gestion en fait de la domiciliation par les CCAS. Plus de 80% de nos CCAS gèrent en régie les domiciliations et ne sous-traitent pas évidemment avec d'autres prestataires. Il faut dire que ça coûte de l'argent en fait quand on sous-traite avec d'autres prestataires. Si je donne l'exemple nantais, par exemple, on sous-traite avec La Poste, c'est plus de 400 000 euros par an. Donc c'est quand même un coût qui est énorme, qui ne peut pas être supporté uniquement par l'établissement public ou la collectivité. Et là, pour le coup, je me tourne vers... On va se tourner vers Jean-Benoît Dujol dans un instant. Vers l'État, mais c'est vrai que sur ces questions-là, puisque on exerce une mission de l'État quand même, parce que la mise à l'abri et la prise en compte des personnes, c'est évidemment une mission première de l'État. Voilà. Et puis, alors, un autre point que je voulais mettre en exergue, c'est sur la question de 80% des CCAS n'organisent jamais d'entretien à distance. Donc, c'est toujours dans la relation avec les personnes. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le maintienne. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à ces droits, s'il faut aller tapoter à chaque fois, les gens n'y vont plus. C'est déjà bien compliqué quand on y arrive. Le lien social, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le lien social qui est en train de se déliter, mais aujourd'hui... donc voilà pour les quelques chiffres que je voudrais retenir. On va revenir sur ces différentes questions et en détail dans quelques minutes. À côté de vous, Jean-Benoît Dujol, bonjour, vous êtes directeur de la cohésion sociale. Bonjour. Alors, vous êtes assez attendu dans ce débat. Première question assez large, comment vous situez cette domiciliation au sein des politiques de solidarité ? Bonjour d'abord à toutes et à tous et merci de votre accueil à l'occasion de cette table ronde. Je suis heureux de m'exprimer sur les sujets de domiciliation et puis de découvrir ou de redécouvrir les résultats de l'enquête parce que c'est une notion qui est fondamentale dans le droit de l'action sociale en réalité. Ce n'est pas juste une procédure administrative ou un service qu'on rend aux usagers, c'est la porte d'entrée dans le droit. Il y a une vieille loi du 24 Vendémiaire en 2, Révolution française, donc, qui disait qu'est-ce que c'est le domicile ? Le domicile de secours, c'est le lieu où l'homme nécessiteux a droit au secours public. Donc c'est une notion qui est depuis 200 ans au cœur du droit d'aide et de l'action sociale. Et quand on regarde de manière plus prosaïque les raisons pour lesquelles les personnes sollicitent une domiciliation, c'est dans les 2 tiers des cas pour disposer d'une adresse postale et pour le reste pour bénéficier pour l'essentiel d'un accès aux démarches administratives. Dans un contexte où on le sait, le non-recours est très important. Le non-recours aux prestations sociales, mais le non-recours à d'autres droits. Et c'est un peu la pierre de touche de l'accès aux droits, mais aussi dans des démarches administratives beaucoup plus fondamentales. L'inscription sur la liste électorale, l'accès à un titre d'identité, ça ne peut se faire que si on dispose d'une adresse et si on est domicilié quelque part. Donc les droits civils, les droits civiques et les droits sociaux, pour ces 3 droits fondamentaux qui sont des composantes de la citoyenneté, auxquelles ces personnes, évidemment, comme toutes les autres, ont droit, ça passe par cette procédure de domiciliation qui, encore une fois, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est la clé de voûte, la pierre de touche, en tout cas, c'est un droit fondamental. Et une obligation pour la commune, c'est réciproque, c'est un droit pour la personne. Et puis, la loi que vous avez citée, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses depuis le mi-temps des années 2010. Les choses ont été clarifiées de ce point de vue-là. Je ne rentrerai pas dans le point de savoir si c'est une compétence de l'État, une charge indue qui pèse sur les collectivités. Les textes, en tout cas sur le plan juridique, sont assez clairs. C'est une responsabilité de la commune qui sert, encore une fois, d'ancrage de la personne dans ses droits. Alors, pour autant, l'État, évidemment, regarde ça avec le plus grand intérêt, pas simplement pour soutenir les études que fait
que fait l'UNCAS, mais parce qu'on est très conscient des difficultés accrues que rencontrent les collectivités et les associations dans les missions qui sont les leurs. Les flux sont très importants, ils sont sans doute croissants depuis la crise sanitaire. Pour citer un seul chiffre, qui est mis en avant par les associations, donc il est peut-être sans doute excessif, mais dans les rapports réguliers, la Fondation Abbé Pierre, on parle d'1 million de personnes sans domicile personnel et privé. Elles ne sont pas toutes à la rue, hein. Elles sont hébergées à l'hôtel, elles sont hébergées chez des proches. Il y en a quand même plusieurs centaines de milliers qui vivent sans domicile, sans toit au-dessus de la tête. Et on peut faire l'hypothèse, sans courir trop le risque de se tromper, que les flux sont accrus depuis la crise sanitaire. Donc depuis quelques années aussi, du côté de l'État, on a entrepris un certain nombre d'actions. Alors d'abord, on l'a dit, c'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème de formation. Et c'est un droit qui est un droit technique. Tout à l'heure, la personne qui présentait l'étude a fait état des questions qui lui étaient adressées. Je ne suis pas surpris de nombre de questions qui sont adressées parce que ça ne va pas de soi de déterminer par ailleurs, par exemple, le lien avec la commune. C'est une notion qui s'apprécie in concreto, mais dans un cadre juridique assez sophistiqué. Donc il y a un besoin de formation et on doit y travailler mieux et plus avec CNFPT, avec l'UNCAS, notamment dans les collectivités qui traitent assez peu de demandes et qui sont assez démunies, les aider à mieux répondre à ces questions. Il y a un enjeu d'outillage aussi, et on déploie, nous, une solution numérique qui s'appelle le Domifa, qui est un service numérique qui est disponible en accès libre, qui équipe l'ensemble des CCAS ou CIS et associations qui le souhaitent, et qui peuvent ainsi automatiser une partie du processus et le dématérialiser. Il y a d'autres offres de services qui existent du côté de la Poste, par exemple. Donc la formation, les outils, les schémas départementaux. Je suis assez frappé, et c'est assez cruel d'ailleurs, par les chiffres qui ont été cités ici, sur la méconnaissance qui peut exister entre les services déconcentrés de l'État. L'enquête fait ressortir un manque peut-être de dialogue, d'information entre les différents services, et du coup, à l'arrivée, un manque d'efficacité. Alors que le schéma territorial au niveau départemental, notamment pour répondre à la question parfois de l'équité territoriale, qui peut être ressentie parfois vivement par les collectivités, me paraît essentiel. Et puis il y a un effort financier, sans doute encore modeste et insuffisant par rapport aux besoins, mais qui est nouveau depuis la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C'est plusieurs millions d'euros qui sont destinés aux associations agréées, pour le moment. C'était 7,5 millions d'euros par an initialement, c'est 10 millions d'euros dans le PLF 2023, donc c'est un effort relativement important et surtout nouveau pour soutenir les associations agréées dans leur mission de domiciliation. Est-ce que cet effort financier peut être plus important ? Je crois qu'Abbassia Hakem, vous avez quelque chose à dire là-dessus. C'est-à-dire cette obligation pour les communes générerait pour vous un droit à un financement direct. En tous les cas, oui, un financement direct, je ne sais pas, mais en tout état de cause, peut-être être moins dans la question des appels à projets, des appels à... etc., puisque ça ne permet pas d'avoir un accompagnement pérenne qui nous permettent de développer, en tous les cas sur les territoires, des prises en compte des publics les plus éloignés et les plus fragilisés, dans l'accompagnement qu'ils sont en droit d'attendre. Et puis la deuxième chose, c'est avoir peut-être un peu plus de cohérence et de coordination entre les différents dispositifs qui peuvent exister, parce qu'il en existe. On ne peut pas dire que l'État ne fait rien ou que les collectivités ne fassent rien. Mais en revanche, c'est souvent des juxtapositions qui fait qu'à un moment donné, tout à l'heure on parlait des personnes qui quittent la domiciliation. C'est un exemple type. Ils n'accèdent pas tous, les 47% n'accèdent pas tous à un logement de droit commun. C'est faux. Souvent, ils vont chez une compagne qu'ils ont rencontrée. Souvent, ils vont dans un CHRS, etc., etc. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui leur permette d'être dans une insertion durable. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Et puis tout à l'heure, quand on parlait le manque de coordination, je pense que c'est un manque de coordination plutôt qu'un manque de connaissance. C'est-à-dire que chacun reste dans son couloir et qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire concorder nos objectifs au même moment pour pouvoir être le plus efficient possible pour les personnes qui en ont le plus besoin, en fait. Je l'ai dit en commençant, le droit à la domiciliation, c'est un droit fondamental et qui est crucial parce que c'est la porte d'entrée dans la citoyenneté
civique et social. Donc l'action de l'État, même si elle est relativement récente sur les aspects numériques et financiers, elle a vocation à se poursuivre et à être consolidée. Elle s'inscrivait dans un cadre qui s'est achevé, qui était la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, auquel succède un nouveau cadre, le pacte des solidarités, qui a été présenté lundi dernier à la première ministre, par la Première ministre et la ministre en charge des solidarités, Mme Moreau-Roberger, aux associations. Donc dans les semaines qui viennent, on aura l'occasion, les pouvoirs publics, l'État en tout cas, aura l'occasion de dévoiler les différentes mesures du plan, mais au sein de celle-ci, il y a la volonté de consolider notre action en matière de soutien à la domiciliation, y compris en direction des CCAS. Et je crois que Mme la ministre Roberger a prévu une vidéo à votre attention. Donc il y aura peut-être de nouvelles mesures liées à la domiciliation, peut-être de nouvelles mesures liées à la domiciliation et à la mise à l'abri. Très bien. Oui, alors on va vous passer un micro. Je ne sais pas où. Écoutez, je pense que ça doit exister. Avec nous également, Christelle Papillon-Violet, vous êtes la voix de la Poste. Ce matin. Il ressort aussi de cette enquête que nombre de CCAS et CIAS n'ont plus la capacité de domiciliation et vous proposez depuis un certain temps une solution. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette solution ? Oui. Donc la Poste, c'est assez logiquement qu'elle s'inscrit à côté des acteurs de proximité pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, notre métier, c'est quand même la distribution du courrier. Donc, c'est de remettre du courrier à une adresse. Donc, voilà, on est au cœur de notre métier. La seconde raison, c'est que la Poste reste un acteur de proximité très implanté dans les territoires et qui continue d'être implanté dans les territoires aux côtés des acteurs locaux. Et le facteur est un lien de proximité essentiel. D'ailleurs, c'est sur lui que nous nous appuyons pour distribuer un certain nombre de services de proximité qui aident au maintien à domicile des seniors notamment et qui préservent le lien social. Donc, dans notre ADN, on a cette mission-là et c'est la raison pour laquelle on a développé une offre qu'on a effectivement proposée à la ville de Nantes, mais on est également présent à Paris, sur venir en appui en fait des CCAS sur notre mission historique et leur permettre de, eux, se concentrer sur leur mission historique, à savoir le lien social et pas forcément la gestion du courrier. Donc on a une offre qui est par briques, qui propose à la fois de la fourniture de local, donc un local de proximité, le plus possible en proximité d'ailleurs des locaux du CCAS. Et puis donc un local, donc c'est par brique, hein, vous pouvez choisir tout ou partie. La mise à disposition de personnel formé donc à la distribution de courrier. Sur la ville de Nantes, hein, on est à 160 000 passages par an. Sur Paris, on est à 250 000 passages par an. Donc c'est une charge considérable de devoir distribuer le courrier aux bénéficiaires. Et puis la dernière partie, c'est aussi le pilotage, parce que cette activité, c'est une activité historique, mais qui se pilote. C'est quoi les flux, c'est quoi les horaires, c'est quoi la qualité de service que l'on propose aux bénéficiaires. Donc tout ça, c'est un dispositif complet. On peut même aller, dans certains cas, jusqu'à fournir un système d'information pour permettre de gérer cette activité-là. Et vous constatez-vous aussi une forte augmentation, et notamment en région parisienne? Tout à fait. Des demandes. Alors, on perçoit la même augmentation que celle qui est indiquée dans l'étude. À ce titre-là, c'est vrai que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle objective les choses. Nous, elle nous permet aussi de mesurer les besoins des CCAS et peut-être de faire évoluer notre offre et notre accompagnement. Sur l'appel d'offres de Paris, donc qui vient de ressortir, hein, là, sur le CCAS, on est passé d'une demande de prise en charge de 25 000 passages par mois à 60 000 passages par mois. Donc on voit qu'on a plus que doublé en fait la demande sur Paris. On reviendra en détail, on va voir que c'est une solution qui s'applique aussi aux plus petites communes. Dans la salle, ce monsieur voudrait poser une question. Oui. Il y a un petit bouton sur le micro. Je pense que ça marche. Donc Alain Lejeune, UD CCAS 76. C'était plus une remarque sur la connexion ou la mauvaise connexion entre les administrations, les collectivités, les CCAS, et notamment sur la connaissance sur les schémas départementaux. Moi, je crois qu'on peut jeter une pierre dans notre jardin. Je pense que nous, CCAS, et nous, présidents du DCCS, nous ne faisons pas assez de lobbying auprès des départements pour intégrer, notamment, moi, je pense qu'il faut valoriser davantage nos ABS et en faire une force. Nos ABS, si on les constitue
si on rassemble l'ensemble des ABS au niveau d'un département, je peux vous garantir sincèrement qu'on a une image plutôt juste, qui va jusqu'au dernier kilomètre, des problématiques sociales, et pas uniquement de la domiciliation. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, si le CD nous oublie, que on n'a pas à les oublier. Et on doit retrouver une place légitime dans le débat, et notamment pour tout ce qui tourne autour des politiques sociales, de solidarité, les CCAS. Et il faut donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais il faut regarder chez nous. Je pense que nous sommes frileux parfois à aller vers ces institutions pour leur dire ce que nous faisons, comment nous le faisons, et ce que nous pensons qu'il faudrait faire avec eux en matière de politique publique des solidarités. C'est vrai pour la domiciliation, mais c'est vrai, j'allais dire, pour tous les domaines de la solidarité. Bassia Hakem, qu'est-ce que vous répondez? Il y a peut-être un travail à faire aussi. Je partage ce que vient de dire mon collègue de 76, je ne sais plus ce que c'est. C'est maritime. Tout à fait. Je pense qu'il faut évidemment travailler plus étroitement avec les départements. Et d'ailleurs, Stéphane Troussel a donné plusieurs exemples d'actions coordonnées avec les CCAS. Moi, je pense qu'évidemment, il faut aller vers ça. Mais la vraie problématique, hein, me semble-t-il, c'est que on travaille dans l'urgence, en fait. Nous, on répond immédiatement dans l'urgence. Et après, il faut pouvoir travailler dans un accompagnement social vers la sortie soit de la précarité, soit de la domiciliation, etc. Et du coup, ça réinterroge ce qui apparaît d'ailleurs dans l'enquête sur la formation des agents qui accueillent et qui accompagnent. Et puis, on va dire aussi le stress dans lequel sont les agents de nos CCAS aujourd'hui, parce qu'ils ne sortent pas indemnes de cette crise sanitaire, puisque pour une grande part d'entre eux, c'était quasi les seuls au contact des personnes en difficulté. Est-ce qu'on peut rappeler par qui sont formés les agents et comment sont formés les agents? Alors, c'est la fonction publique territoriale, pour le coup. Donc, c'est, vous en avez parlé, le CNFPT. Mais là encore, je pense qu'il faut qu'on innove. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on passe que par le CNFPT. Il y a plein d'organismes aujourd'hui qui offrent des formations innovantes sur ces questions de la manière dont on travaille. D'ailleurs, quelques collectivités font des formations en interne. La question de la gestion des conflits, par exemple, même quand on sous-traite quand on travaille avec la Poste, les agents de la Poste souvent sont agressés, sont menacés ou n'arrivent pas à répondre de la bonne manière aux personnes parce que ces personnes-là reçoivent souvent, au-delà de recevoir leurs prestations sociales, souvent reçoivent des choses qui sont négatives. Et donc, il faut pouvoir aussi gérer ça. Donc, j'ai une conviction aujourd'hui, je vous la livre, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il faut que l'on change tous nos manières de regarder et d'agir sur le terrain. Il n'y a pas d'autre choix possible. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, des distributions de quelques subventions comme ci, comme ça, voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change les méthodes de faire. Du coup, ça me permet de rebondir Alors vous dites aussi, allez-y. Sur le pacte des solidarités. On va rester politiquement correct. Je pense que c'est bien d'avoir un pacte des solidarités. Il n'y a pas de souci là-dessus, puisque tout le monde le fait, même dans nos communes, on travaille autrement. En revanche, je pense qu'il faut donner à voir des choses nouvelles, des choses innovantes. C'est-à-dire que quand on lit certaines choses, moi j'ai relu les quelques exemples que j'avais, ça reste très, une addition de ce qui existe déjà en fait. Alors vous dites qu'il faut notamment renforcer la politique de mise à l'abri, parce que tout est concomitant. Ah oui, et le président Luc Aravounas tout à l'heure l'a cité, la crise du logement, elle est là, en fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas offrir de logement aux personnes. Dans certains départements, nous, en Loire-Atlantique, c'est plus de 50 000 demandes en souffrance. Donc, comment on fait pour loger les gens ?
dans nos CHRS, on est passé de 6 mois, durée de présence, à 18 mois. Aujourd'hui, on est à 38 mois. Donc, comment on fait ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vocation à sortir de ces lieux-là pour accéder au droit commun, au logement au droit commun, mais qui ne peuvent pas parce qu'on n'en trouve pas. Parce que plus il y aura de personnes logées, moins il y aura besoin de services de domiciliation. Enfin, ça va soulager, l'un va soulager l'autre. Voilà. J'arrête là. Très bien. Monsieur Dujol, qu'est-ce que vous pouvez répondre à... Je pense que Madame a parfaitement raison dans son rôle. Et moi, je vais être aussi dans le mien. Tout à l'heure, monsieur parlait de dernier kilomètre, si l'image est la mode, mais la domiciliation, c'est le premier kilomètre. Et ça n'a de sens que si on fait les autres. Et c'est ce que vous disiez, je crois, un peu en expliquant que ça n'a de sens que si c'est le démarrage, le point de départ d'un parcours, et d'un parcours réussi vers l'insertion, l'accès au logement, au droit commun, à un emploi, à des ressources. Et c'est d'ailleurs au cœur du pacte des solidarités tel qu'il a été présenté en début de semaine dernière, c'était 18, c'est cette idée que l'accès à l'activité, c'est le principal levier de lutte contre la pauvreté. Et il y a un lien étroit entre le logement et l'activité professionnelle. C'est très compliqué de trouver un emploi quand on n'a pas de logement, et c'est très compliqué de trouver un logement quand on n'a pas d'emploi. Donc il y a un lien étroit entre ces deux marchés, celui du logement et celui du travail. Et d'ailleurs, souvent, il y a un problème de désajustement, notamment dans des régions comme la région parisienne, entre les zones d'activité importantes, où on peut trouver facilement du travail, mais très compliqué de se loger, et inversement, des endroits peut-être moins tendus sur le plan du logement, mais où il y a très peu d'activité. Donc ce désajustement entre les marchés locaux du logement et du travail, c'est vraiment au cœur des politiques de l'emploi, et on s'efforce dans le cadre du pacte au sens large, parce que le pacte, c'est l'initiative qui a été présentée la semaine dernière, mais elle englobe toute une série de démarches très structurantes, y compris d'une actualité brûlante, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale en ce moment pour présenter le projet plein emploi France Travail. France Travail, c'est un élément du pacte des solidarités. C'est la volonté de mieux accompagner tout le monde, y compris, et surtout d'ailleurs, les bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi les personnes en situation de handicap, vers l'exercice d'une activité professionnelle qui soit suffisamment rémunératrice et qui permette, encore une fois, de trouver sa place, y compris sur le marché du on les accompagne du comment logement. Est-ce qu'on peut citer un exemple? On les accompagne comment? On a des nouvelles obligations, on intensifie considérablement l'accompagnement. Alors cet emploi, je ne sais pas s'il sera finalement inscrit dans la loi, mais l'objectif, c'est bien de proposer à toutes les personnes, qu'elles soient accompagnées par les services du conseil départemental, par un prestataire du conseil départemental, par Pôle emploi, rebaptisé ou pas, ça dépend de l'issue des débats France Travail, 15 à 20 heures d'activité d'accompagnement, de formation, de mise en situation, d'immersion professionnelle. On a fait ce travail avec les jeunes il y a quelque temps avec le contrat d'engagement jeune, qui a remplacé la garantie jeune. Et on voit aujourd'hui, on le voyait déjà avec la garantie jeune, mais on le voit encore plus avec le contrat d'engagement jeune, la vertu que cette intensification de l'accompagnement socio-professionnel, la prise en compte des difficultés dans toutes ces dimensions, bien sûr les problèmes de qualification, de compétences et de formation, mais aussi les freins périphériques qui étaient évoqués à la table ronde précédente d'accès à l'emploi en termes de mobilité, en termes de garde d'enfants. Et là aussi, c'est une composante importante du pacte des solidarités, c'est le service public de la petite enfance, la volonté de développer considérablement les modes d'accueil, collectifs ou individuels, à la fois quantitativement et qualitativement, pour offrir plus de solutions à toutes les personnes. Parce qu'on peut résoudre les problèmes que si on les résout tous simultanément. Sinon, évidemment, on va se heurter à des difficultés c'est pas simple, en effet. Abassia Hakem, il ressort aussi de cette enquête que les publics changent. On est passé d'un public majoritairement jeune, masculin, sans emploi. On constate que ce public évolue. Oui, mais en fait, il est la réponse... comment dire, l'alter ego en fait du constat que l'on a pu faire de cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a une évolution en fait des profils des gens qui sont dans la précarité aujourd'hui, au-delà d'être des hommes seuls par exemple à la rue, on a des familles, on a des personnes âgées, on a des jeunes et des très jeunes. Tout à l'heure, Sabrina a insisté sur notamment, ça faisait que 1%, là, les 15-25 ans, mais il va falloir quand même qu'on s'interroge sur cette question des jeunes à la rue. 15-25 ans, c'est extrêmement jeune, 15 ans. Oui, mais on constate, évidemment, c'est du ressort du département, hein, les jeunes de moins de 18 ans, mais pour autant, on a quand même des jeunes à la rue. Et puis surtout, il y a un autre phénomène qui est assez important, c'est les femmes. Alors là, elles apparaissent à 27%.
En fait, les femmes, c'était les publics plutôt invisibles. Hein. Souvent, on les voyait pas à la rue, etc. Parce que soit elles sont hébergées, soit elles sont avec des amis. En tous les cas, elles se montraient pas. Aujourd'hui, on a énormément de femmes à la rue et de femmes qui veulent s'inscrire, enfin qui veulent se domicilier. Donc voilà. Donc c'est des évolutions de profil. Puis si vous le permettez, je voulais quand même réagir aussi à ce que disait Monsieur Dujol tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les droits fondamentaux qu'il faut respecter. C'est se nourrir, Stéphane Troussel le disait, se nourrir, se loger, se soigner. Et ça, il faut vraiment que l'on puisse créer les conditions pour permettre à tous de pouvoir accéder à ces droits fondamentaux qui sont basiques, mais qui sont essentiels. Alors on voit cette mobilisation, on voit le rôle aussi de la Poste, on l'a évoqué. Si on peut revenir un peu plus en détail avec vous, Christelle Papillon-Violet, ce sont des publics qui évoluent, on vient de le dire, ce sont des publics que vous connaissez. Oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est positionné sur cette offre-là, cette solution qu'on propose au CCAS, c'est que on est habitué à traiter la relation avec des publics sensibles, notamment c'est ce qu'on fait dans nos bureaux de poste. Hein. On remet aussi tout ce qui est allocation familiale, etc. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes habitués. Ce qu'évoque également Madame Hakem sur l'évolution en fait de la fréquentation, c'est quelque chose que nous on constate puisque grâce aux offres que l'on propose, notamment les services de réexpédition du courrier, on analyse les flux de population sur le territoire et en lien avec la crise sanitaire, on constate effectivement que des villes comme Nantes, enfin tout ce qui est les littoraux sont particulièrement attractifs et donc concentrent beaucoup de flux de population. Ça crée ces différences en fait et cette augmentation forte dans certaines villes du public à accueillir. Et puis on a des territoires, parce que dans l'étude c'est indiqué, hein, il y a 50% des collectivités qui estiment, enfin des CCAS qui estiment qu'en fait la fréquentation n'a pas augmenté. Donc on a certaines pour lesquelles ça a augmenté très fortement et puis une majorité pour laquelle ça s'est maintenu, sauf que là où ça a fortement augmenté, c'est compliqué de trouver les ressources pour pouvoir faire cette mission et de ne pas de faire en sorte qu'elles n'empiènent pas en fait sur le cœur de métier des CCAS qui est vraiment le lien social. Alors Madame Hakem disait aussi que ça coûtait cher. Est-ce que c'est une solution qui est applicable dans les communes qui ont de l'argent, les grosses agglomérations? Est-ce que les petites communes peuvent aussi adopter cette solution? Ça va peut-être être un peu plus difficile. Alors effectivement, il y a des coûts fixes en fait qui sont liés notamment à la mise à disposition de locaux. Donc ça, c'est un poste important dans le coût de la prestation. Donc si on trouve des locaux communaux, évidemment, ça peut diminuer le coût. Il y a ensuite des coûts variables qui sont liés au nombre de personnes qu'on va mettre à disposition en fait, sur cette prestation-là. Donc on n'est pas toujours sur des volumes aussi importants que celui de Nantes. Et donc on peut avoir moins de personnel qui soit mis à disposition avec des plages d'ouverture qui peuvent être aussi réduites. La solution, c'est l'intercommunalité dans ces cas-là. Hein. C'est qu'on peut effectivement proposer une offre de domiciliation, pas simplement à un CCAS, mais à un réseau effectivement intercommunal avec plusieurs locaux qui peuvent être mis à disposition. Niveau formation, vous avez le même type de formation que les agents normaux, on va dire. Alors, classique, pas complètement, parce que nous, on ne fait pas la procédure de domiciliation. Ce qu'on fait, c'est la remise du courrier. Néanmoins, effectivement, on a du personnel qui est formé en fait au lien avec les personnes sensibles. Et d'ailleurs, on fait aussi des formations avec les CCAS pour former nos personnels à la façon dont on peut traiter parfois effectivement des situations très sensibles où le courrier n'a pas été une bonne nouvelle et ça peut générer des réactions un peu difficiles à gérer. Ça arrive parfois. On parle aussi de la mutation du rôle du facteur, ça peut paraître anecdotique, mais pas du tout en fait. Le facteur est amené à évoluer, à remplir de nouvelles missions.
tout à fait. C'est effectivement une volonté de la Poste de faire du facteur vraiment un acteur de proximité, donc un lien de proximité. La Poste se veut une entreprise de proximité humaine. Et donc le facteur aujourd'hui qui distribue de moins en moins de courriers, malheureusement, le développement du colis ne compense absolument pas la baisse d'activité qui est représentée par la baisse du courrier. Donc effectivement, le facteur est un acteur aujourd'hui de proximité. Il peut amener des plateaux repas à domicile. Il peut veiller sur les personnes vulnérables en cas de plan canicule ou en cas de grand froid. Donc il a un rôle social qui est extrêmement important également. Merci beaucoup à tous les trois. On pourrait continuer comme ça longtemps et plusieurs heures, mais le débat est intéressant. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat sur la domiciliation.